Bonsoir et bienvenue à 35 mm de podcast. C'est un nouvel épisode qui commence au Studio 21 avec Mathieu Legault et Maxime Auclair. Oui. Comment ça va, Matt? Ça va bien. Hey, je suis fébrile. Eh oui, moi aussi. Je suis fébrile. Mais d'abord, 35e épisode. Et voilà. C'est comme, c'est un chiffre important pour nous, d'où notre titre. D'autres podcasts qui sont arrivés à ce chiffre-là s'en ont foutu bien raide. Ouais, c'est ça. Nous autres, le 35e, c'était important. Ouais, c'est comme un anniversaire et on en a profité pour aborder un réalisateur qu'on aime beaucoup, un réalisateur qui a marqué le cinéma pas mal dans le top 5 là, de bien du monde. Surtout les fans du cinéma du 20e siècle, parce que c'est Stanley Kubrick qui a œuvré dans les années 50, 60, 70, 80 et 90. Oui, il a passé proche de se rendre à 2000. Il aurait pu le repousser, son film. Eh oui, exact. Lui, qui est petite bio rapidos, mais qui est né en 1928 à New York et qui est décédé 6 jours après la projection de Eyes Wide Shut, son dernier film, en 1999, au mois de mars. OK, c'était après la production. Après la projection. La projection, OK. Ouais, le film était fini. C'est pas un film, un projet inachevé. Là. Non, mais je pensais que c'était, mettons qu'il l'avait monté. Je savais pas que c'était rendu à la première. Ouais, puis tout le monde disait que pendant le tournage, qu'il avait pas l'air malade. Il avait pas l'air d'un gars, il avait 70 ans à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Qu'il était comme en forme. Rien laissait présager qu'il allait mourir tout de suite après, mais je pense qu'il est reconnu pour être très exigeant, faire des tournages qui sont longs, épuisants, donc je pense qu'il s'est juste brûlé aussi, et c'est un arrêt cardiaque qu'il a achevé quelques jours après le film. C'est dommage, à 70 ans, il aurait sûrement pu en faire un autre, mais... C'est sûr qu'il se passait beaucoup, ces films. Ouais, rendu là c'était long. Ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans, exactement. Pour Full Metal Jacket en 87. Entre The Shining et Full Metal, c'est 7 ans. À chaque fois, ça s'allongeait. Ouais, mais je pense qu'il faisait de plus en plus... Ça avait l'air d'un gars reclus, un peu maniaque, qui lit puis qui prépare, puis qui pense, puis il relit, puis il fait des... Il y a eu plusieurs projets aussi qui ont avorté, pas à cause de lui, des fois à cause du financement. Ceux qui le connaissent savent qu'il a toujours voulu faire un film sur Napoléon. Ouais. Ça l'a obsédé, puis ça n'a pas fonctionné. Il y a eu d'autres projets qui n'ont pas fonctionné. Il a voulu faire Intelligence Artificial ou Artificial Intelligence. C'est correct, T'as bien compris? Moi, j'ai compris. Bref, il a quand même donné les rênes de ça à Spielberg dans les années 90. Il savait qu'il le ferait pas, parce que c'était plus proche de ses sensibilités de toute façon. Mais il avait déjà passé à Spielberg. Il avait passé flambeau avant sa mort. OK. Je pensais que c'est juste par après, parce que ça a sorti après sa mort, évidemment. Ça a sorti 2 ans après, fait que c'était déjà comme sûrement en production assez avancé. Mais il y a quand même dans le scénario, il y a des bouts, des scènes qui se retrouvent dans le film de Spielberg que c'est vraiment des scènes que Kubrick a écrit. Là. Mais ça, parce que je me rappelle avoir vu puis pas vraiment trippé. Ouais. Mais parce que dans ma tête, c'est comme... Tu sais, Kubrick et Spielberg étaient des très bons amis. Ouais. Tu sais, un peu... Il va y avoir un mentor... un mentorat, j'imagine, en quelque part. Mais je pense qu'ils bandissaient pas mal quand même, les deux. Ils se nourrissaient beaucoup, mais en même temps, ils sont vraiment différents. Ouais. Tu sais, t'as comme Kubrick qui est... Je veux pas dire pas émotionnel, mais il y a quelque chose... Il y a souvent une froideur dans le jeu... Tu sais, ça va, en tout cas, on va rentrer dans les là-dedans. films, là, mais tandis que Spielberg il aime ça, là, les violons, puis l'espèce de... un peu plus sirupeux. Puis j'étais comme... On dirait que ça me... C'est ça. Les deux aiment le film de genre, donc il y a peut-être de ça qui se rejoignait aussi. Ça, c'est clair. Eh bien, écoute, va falloir qu'on fasse vite parce qu'il y a beaucoup de films qui nous intéressent. Il en a fait 13. Évidemment, il a commencé de façon assez modeste. Il a fait 2 films d'1h05. Là. C'est des longs métrages. C'est des films officiels, mais c'est pas des feature films là, qui ont eu un grand déploiement, qui ont été présentés à l'international nécessairement. Parce qu'il n'a pas étudié... Non, il a fait de la photo, lui, en fait. Il a fait de la photo, mais il n'a pas été à l'université en cinéma. Il n'a pas fait d'école de cinéma. Je ne pense pas. Non, c'est ça. Il a vraiment il a fait de la photo, puis c'était comme par le côté... Je sais qu'il écoutait beaucoup de films, il tripait, puis il voulait en faire.
Puis ça a l'air qu'avant de faire ses premiers, mais tu sais, son premier que j'ai pas vu, le Fear and Desire, que, bon, 53. 53. La cote sur IMDb est pas fameuse. Mais lui, il disait qu'il écoutait plein de films, puis aussi plein de mauvais. Okay. Puis il se disait, c'est sûr que je peux faire mieux que ça. Je peux faire mieux qu'un navet. Ouais. C'est ça sa mentalité. Puis je vais juste y aller, puis je vais déjà être en haut comme des pas bons. Là, ouais, c'est une façon de penser. C'est pas fou. Tu te dis, regarde, je ferais pas pire que certains autres. Ça peut juste être. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, il a juste construit là-dessus. Tu sais. Mm-hmm. Il a fait un film, puis il a vu qu'est-ce qui marchait pas, puis à chaque fois, il a steppé tout le temps, sans dire que ses derniers sont meilleurs, mais il a tout le temps. Il a atteint un plateau. Un plateau, là. Il s'était trouvé. Mais au début, dans les premiers, on voit déjà Entre Fear and Desire. Ensuite, c'est Killer's Kiss. En tout cas, moi qui me rejoint un peu plus. On est dans un film noir, c'est intéressant. Après ça, The Killing. Il est allé chercher des acteurs professionnels. C'est la première fois que je pense que tout le cast était professionnel. Ouais. Et c'est la première fois qu'il faisait pas sa propre DOP. C'était une plus grosse équipe. Ouais. Fait que là, et ainsi de suite. Et c'est un film qui est pas linéaire. Donc, ça l'a quand même... Pour l'époque, j'imagine c'était un peu nouveau ou hors norme. Ouais, juste pour expliquer, c'est un film de vol. Ouais. En fait, c'est comme un prémisse à Ocean 11. Oui, exactement le même genre. Une gang qui se réunissent, vont aller voler pendant des courses de chevaux. Ils savent que c'est une des plus grosses journées. Puis que là, on voit toute la préparation. Puis le début... J'étais comme, OK. Ça commence là, mais c'est très classique aussi. C'est pas encore le Kubrick qu'on connaît, c'est plus le film de cette époque-là. Les films de cette époque-là ressemblent à ça. Exactement. Juste qu'au moment où maintenant on voit, mettons, une scène, on voit comme un personnage faire son rôle dans le vol. Et après ça, on catch que là, on revient, puis on recommence, puis on fait le rôle d'un autre. Là. On suit l'autre, puis là, on voit l'autre, puis il revient, puis je fais, ça, c'est intéressant. L'espèce de... On le voit par couche. Fait que là, lui, il a fait sa job de distraction. Là, on retourne, OK. Quand lui, il faisait la distraction, l'autre, il passe par la porte. Fait que là, c'est intéressant. C'est intéressant, mais tu sais, c'est pas... c'est ça. C'est oubliable dans le sens, c'est bon, mais... je suis d'accord avec toi. C'est plus à voir. Si vous avez vu les autres, vous tripez vraiment. Ah oui? Vous allez voir un peu l'espèce de... Le gars qui commence à prendre contrôle du médium, mais qui n'est pas encore... c'est pas encore sa plume... Après, c'est ça. Ouais. Alors, après, c'est Spartacus qui est un peplum, donc un film épique à l'américaine, j'ose dire, mais comme à l'époque, il peut y avoir des banners et des 10 commandements et tout, la grosse affaire. Mais étonnamment, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même aimé ça. Je l'ai vu 2 fois, c'est un film de 3 heures-ish. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment long, mais... avec une intermission au milieu, là, comme la plupart de ses premiers films. Puis à l'époque, c'était comme ça. Mais bref, moi, j'ai quand même aimé ça, mais c'est ça, évidemment. C'est très classique. C'était pas son projet. Il est arrivé parce qu'il y a un autre réalisateur, Anthony Mann, qu'on connaît pas, qui est oublié, mais qui a fait 1 semaine de tournage. C'est Kirk Douglas qui l'a congédié. C'est parce que c'était sa compagnie de production. Puis il a engagé Kubrick parce que... j'ai sauté Paths of Glory, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, Paths of Glory était arrivé avant. Un film sur la Première Guerre mondiale où il a collaboré avec Kirk Douglas. Donc, il l'a rappelé pour faire Spartacus. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai oublié Paths of Glory. C'est quand même un film important dans sa filmographie parce que c'est là... C'est un autre step assez important. Ouais. Il y a une certaine maîtrise de la caméra. Les shots, on voit qu'ils sont plus contrôlés, sont plus belles. Un peu plus. Là, il y a du mouvement. Un film de guerre, il y en a fait plusieurs des films de guerre. Je pense que c'est un sujet qui le fascine. La violence en général, je te dirais, le fascine. Oui. Je pense qu'il est tout le temps un peu à la recherche de l'humanité. Puis je pense que lui, il va un peu à l'envers de... Si on enlève, puis là, ça dépend d'un film à l'autre, mais c'est tout le temps si on enlève une mécanique dans cette machine-là, tu sais, puis là, il se met à observer. Est-ce que l'humanité est encore là? Est-ce que, tu sais, puis là, on va revenir plus tantôt, mais Orange Mécanique, c'est l'espèce d'enlever le choix, tu sais. Il y a une mauvaise personne, on va le brûler, puis on va voir si... Mais là, il n'y a plus le choix d'être comme ça, tu sais. Est-ce que tu es comme un humain ou tu es juste comme un espèce de robot qui est programmé à agir
comme les gens veulent. En tout cas. Mais il revient souvent là-dessus. Là. Puis la violence, je sais pas si ça le fascine ou. Ben, je sais pas, mais comme tu dis, c'est un bon moteur pour parler de l'homme, de l'humain, de la personne. Dans ses moins bons côtés. Dans ses moins bons côtés, exactement. Donc, on poursuit. Puis, en fait, Spartacus, ça a comme été, je pense, la goutte de trop pour lui, là, Hollywood. Là, puis je pense qu'il est parti en Angleterre. Ouais, il a fait garde. Fuck off. Il voyait toute la gang les Français puis tout ça qui arrivait. Là, des films vraiment nice avec moins de budget qu'Hollywood, mais qui réussissent à faire des films. Comme, pourquoi je me fais chier? Ouais. Je vais aller avec eux autres. Ça a l'air pas mal plus le fun. Et je pense que c'est quand même fait financer par Hollywood dans ses films suivants. C'est juste qu'il était comme avec une autre gang. Il était loin, puis il gérait de chez eux. Là. Ouais, il recevait juste l'enveloppe. Oui, c'est ça. Il a commencé à avoir un contrôle avec Lolita aussi en 62, première adaptation du roman de Vladimir Nabokov, parce qu'il y en a eu une autre dans les années 90 que je n'ai pas vue. Mais bref, celui-là, première collaboration avec Peter Sellers aussi, qui est comme assez marquante dans son début de carrière, qui n'est pas un très grand... En fait, il y a un rôle très intéressant, Peter Sellers, mais il n'est pas là tant que ça. C'est pas lui la vedette du film. C'est James Mason, surtout, qui est super bon aussi. Donc, une espèce de film, là, encore une fois, très ancré dans son époque, qui rappelle certains Hitchcock, là, pas à cause du suspense, mais la mise en scène des premiers films d'Hitchcock, là, je vais dire. Ouais. Mais que moi, j'aime bien. C'est provocateur, mais pas tant pour ceux qui ont lu le roman, parce qu'il y avait le code Hays à ce moment-là, puis Kubrick a dit par après aussi, avoir su que je me ferais censurer de même, j'aurais jamais fait le film. Fait que tu vois que c'est retenu. Fait que c'est comme... C'est pas... écoute, avec ce qu'il a fait par la suite avec Clockwork Orange puis tout, on sait où ce qu'il peut aller avec ce roman-là. S'il y avait eu plein contrôle, pas de censure, ça aurait sûrement été malade. Je l'ai pas lu le livre, mais tu vois, tu comprends le sujet, ça aurait fait la controverse encore plus. Je pense qu'on en a déjà fait. Et lui, il est très habitué à la controverse. Il y a plusieurs films, en fait, qui ont fait jaser. Même Clockwork Orange qui a été comme banni. Il n'a pas été banni, c'est ça, c'est la rumeur qui veut dire ça. Mais c'est lui qui l'a fait enlever du marché du Royaume-Uni parce qu'il recevait trop de menaces de mort. Genre, sa famille en recevait, fait qu'il a fait, on va arrêter ça, gang, à l'époque où il n'y a pas Internet, puis que si je l'enlève, les gens ne peuvent plus le voir. Je pense qu'il y avait des visionnements secrets, là, underground, où la police intervenait, tu sais. Mais le Royaume-Uni a pas pu le voir légalement avant sa mort. Oui, c'est ça. C'est après sa mort qu'ils l'ont popé en salle. On parle de près de 30 ans plus tard. C'est ça. C'est fou. C'est fou, hein, quand même. C'est fou. Donc, c'est ça. Là, on va arriver, peut-être le premier film qu'on va mettre sur les écrans, qu'on va parler plus en longueur, mais Doctor Strangelove, qui c'est pas le titre complet. Ah non, je sais. Doctor Strangelove, or... How I Stopped Worrying and Loved the Bomb. Exactement. 1964. Oui. Qui est la plupart de tous ces films... En fait, c'est toutes des adaptations. C'est toutes des adaptations. C'est ça, je vais te sauver non, le truc. Il a tout le temps adapté des livres. Mais souvent, il les a co-écrits, co-scénarisés, en fait. Oui, il était tout le temps là dans... Toujours, il était toujours là à l'écriture, mais il prenait tout le temps un roman parce qu'il disait que... Lui, il disait qu'il n'y avait pas de scénariste qui avait des bonnes idées originales, sauf les réalisateurs qui faisaient leur scénario, le cinéma d'auteur, mettons. Okay. Mais lui, il était comme, non, je perds pas mon temps là. Dans les livres, il y a plein d'affaires. Il y a plein de bonnes histoires déjà. Je vais piger là-dedans, puis je vais le refaire comme je veux. Ah ouais. Puis, that's it. Fait que, il a fait ça à chaque film. Donc, une comédie noire sur la guerre froide. Ça, c'est quand même très librement, particulièrement celle-là, là, adaptée d'une nouvelle, d'un roman qui s'appelle Red Alert. Avec Peter Sellers qui joue 3 rôles là-dedans. T'es supposé d'en jouer 4. Okay. C'était la consigne pour être financé que Peter Sellers devait jouer 4 rôles. OK, ça aurait été quoi le 4e? Ça aurait été le pilote d'avion là, qui est sur la parce que j'avoue qu'il n'est pas dans l'avion. Non, c'est ça, il n'est pas dans l'avion. Il n'est pas dans l'avion. Exactement. Mais avec le personnage du Texan, lui qui est anglais, il a beau être très bon, personnifier des différents styles, mais il ne sentait pas. Il y avait une limite, Il y avait une limite. T'es comme, ça ne marche pas avec moi, c'est pas dans mon créneau. Fait que je pense que ça s'est fait de dernière minute. Fait que là, il était financé. Ils l'ont fait. En fait, regarde, ils vont l'oublier, cette chose-là. C'est ça, c'est juste de montrer, étaler le talent de ce grand acteur-là là, dans ce film-là qui joue Dr. Strangelove, qui joue le président, puis il joue un capitaine là, aussi là, d'armée. Ouais.
moi, je l'avais vu là, longtemps. Je me suis retapé là, mais j'ai pas ri tant que ça. C'est pas le film qui m'a fait plus rire de Kubrick. Oui, il y en a qui t'ont fait plus rire que ça? Ah oui. OK. Qui vont venir plus tard. OK, parfait. Peut-être que je suis pas aux bonnes places. Ouais, je ris pas aux bonnes places. Non, mais je suis d'accord avec toi que moi non plus, je n'ai pas ri pleine à gorge déployée. Mais c'est tout le temps un sourire en coin constant de crime, que c'est absurde ce qui se passe. Là. Mais c'est surtout dans la War Room où c'est drôle. Là, Ouais, mais avec la ligne quand même assez célèbre de You can fight in here, it's the War Room. Ouais, c'est excellent ça. Parfait. Peut-être l'appel téléphonique où il se justifie en appelant là, justement l'Union soviétique pour expliquer on a lancé un missile. C'est une erreur. C'est une erreur. Ouais. He's a little bit crazy in the head. Ouais, c'est ça. Ça c'est très bon. C'est quand même cool. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, du 12 Angry Men, l'espèce de huis clos. Mais c'est pas un huis clos parfait, mais la partie War Room, justement, là, qu'on voit à l'écran, qui sont les tractations. Puis moi, c'est vraiment la shot de... Ils sont 14 000. Ah ouais, puis il y en a plein que tu vois juste de dos. Ouais, c'est ça. Puis tu fais comme... Tu sais, t'as le général, t'as le président... Ouais. T'as le russe. T'as l'ambassadeur russe. Mais il n'y a pas grand monde d'autre qui parle là-dedans. Ils sont tous là. Ils regardent. Là, fait que ça me fait très rire. Et ça, c'est un truc qui va revenir dans plein de films. Ouais. Mais pas Dr. Strangelove, mais le fait de donner quelque chose très loin dans le film. Tu sais, Dr. Strangelove arrive après 50 minutes. Oui, puis il est pas là, il est là 2 scènes. Il est là 2 scènes, puis c'est lui le titre du truc. Mais ça, il revient souvent, tu sais, des espèces de... on va en parler avec les autres, là, mais des fois, ça prend du temps avant qu'on arrive avec le truc, en fait, qui est le noyau du film, tu sais. Ça m'a fait rire. 50 minutes plus tard, Strangelove arrive, parle, il est complètement déjanté, puis il s'en va. Oui, avec une scène qui est comme une anti-fin. La scène avant, le côté musical, là, puis la chanson, puis juste du footage d'explosion, c'est parfait. Là. Mais juste avant, t'as juste lui, parce que Dr. Strangelove, c'est comme un ancien nazi qui a comme pas le contrôle de sa main, de son bras droit. C'est un réflexe. C'est un réflexe de faire le salut. Puis... Hitlérien, ouais. Ah, c'est drôle. Puis moi, je m'étais noté, tu vois, la séquence que l'avion est touché, là, ça fait que c'est vers la fin, là. Ouais. Le rythme, les shots sont vraiment, vraiment nice. Caméra épaule, puis je me rappelle d'un push-in, au moment que le missile, en fait, eux se font taper, il y a comme un push-in sur l'explosion, puis ça coupe, j'étais comme, oh shit, OK, il y a quelque chose de très moderne là-dedans qui... Ouais, je sais pas que c'est inspiré justement Nouvelle Vague ou comme tu mentionnais, parce que tu sais, déjà il établissait déjà son style qui était assez assis, assez fixe, stable, ça shake jamais. Mais là, t'as raison, c'est même gritty, c'est comme... On dirait qu'il y avait 2 unités de tournage, c'est peut-être même possible, mais... Ouais, ça se peut, mais c'est très... Mais tu sais, c'est très classique, dans le sens que quand ils sont dans le War Room, quand ils parlent, la stratégie, c'est hyper placé. Puis quand c'est la guerre, c'est caméra épaule. Puis de toute façon, caméra épaule, il le ramène dans tous ces films de guerre. Dès qu'il y a de la bataille. Oui, exact. Mais Path of Glory, c'était déjà ça aussi. Mais c'est ça. C'est intéressant, mais c'est ça. C'est le prochain qui est comme le monstre. Et tu sais, quand tu regardes, mettons ça, Lolita, je pense le step entre ça et 2001 est quand même... c'est la plus grosse marche. C'est une marche incroyable. Quand tu regardes ça, c'est comme, OK, il y a vraiment... Il a sauté un câble. Là. On va y arriver. 2001, Space Odyssey. Ouais. Odyssey. Parce que Space Odyssey, c'est David Bowie. C'est ça. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe de dire ça. Donc, bon, évidemment, là, qui est comme peut-être un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Évidemment. Un film avec un fil narratif un peu atypique, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de dialogue. Le premier dialogue, il arrive tard. Je l'ai noté. Tu l'as noté? 25-42. 25-42. Premier dialogue. Donc, parce que vas-y. La première partie, c'est les singes, c'est ce qu'on voit en ce moment. Ouais. C'est avec le monolithe, parce que l'histoire est comme assez simple, mais difficile à raconter. C'est juste qu'il y a une apparition de plusieurs monolithes qui seraient
il y en a à Jupiter, puis il y en a sur la Terre, il y en a à plusieurs endroits. Ça pourrait être une espèce de preuve d'existence extraterrestre. Mais c'est le même, en fait. Ben, c'est ça. C'est le même monolithe qui se déplace. Mais pour la petite histoire, peut-être les gens sont au courant, mais dans le fond, il a développé l'histoire avec Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction. Et il y a un livre. Mais le livre est sorti après le film. Mais je pense que c'était une adaptation de plusieurs petites histoires de Clarke. Puis là, ils ont fait le scénario en fonction. Puis après ça, ils ont comme sorti quasiment le scénario. Mais oui, c'est un livre aussi. Oui, c'est ça. Et ils ont développé ça ensemble parce que Kubrick, j'allais lire un peu, checker des vidéos, puis il avait pas l'air de triper de temps sur le côté science-fiction. Là. Ça avait pas l'air de l'intéresser tant. Mais il faut dire, écoute, là, je ne suis pas un historien, mais tu sais, les films de science-fiction, là, fait, ça, c'est 68. Il y avait pas beaucoup, ça, c'est 68, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples de bons sci-fi au cinéma. Non, parce que c'était du série B, série Z, là, en tout cas, des films de monstres qui viennent de l'espace, c'était très tout croche. Ouais. Fait que là, lui, il arrive avec quelque chose d'hyper posé, d'hyper comme, OK, on y va, hyper intello, placé. Là. On n'est pas dans le freak show pantoute. Ça, je trouvais ça très intéressant. Là, les plans de vaisseau sont hallucinants. Les plans dans l'espace, c'est magnifique. Puis je regardais le budget, puis c'est une affaire de 15 millions. Là, ça, à l'époque, là, mais quand même, là, c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant. Le rendu de tout ça, là, c'est magnifique. Et justement, des plans à l'épaule, là, quand ils découvrent le monolithe. Mais le monolithe, c'est le même. Oui, c'est ça, c'est le même. Parce que quand ils le trouvent sur la Lune, on entend, mais tu sais, c'est ça, il faut que tu pognes les petits trucs, parce que je pense qu'on entend, c'est même pas un dialogue direct. Il y a quelqu'un qui dit en background, on dirait qu'il a été enterré. Ouais. Il a été mis là, tu sais, c'est pas par hasard. Fait que tu fais quand il a été sur la terre, ils l'ont enlevé de là. Ils l'ont mis là. Et puis c'est ça, mais... En même temps, c'est pas... j'allais dire si l'histoire n'est pas importante, c'est pas nécessairement ça, mais c'est tellement plus grand que ça, ce film-là. Ça veut parler de le cycle de la vie, ça veut parler de 1000 affaires, tu sais. C'est pour ça qu'il y a tellement de cercles dans ce film-là. Il y a tellement de trucs qui tournent. Il y a HAL 9000, mais il y a aussi, juste dans le vaisseau, il y a tellement de trucs qui font référence là, au cycle de la vie. Oui. Puis, tu sais, ultimement, c'est vraiment... là, il rentrait vraiment... Tu sais, quand on parlait de l'utilisation de la violence, pour parler de la condition humaine, parce que c'est hyper classique. Je veux dire, les singes, au début, quand ils voient le monolithe, ça leur donne l'espèce de... Ça les allume à l'utilisation d'un outil. Ouais. Et dès qu'il se nourrit, la deuxième fois qu'il utilise l'outil, c'est pour se battre. Ouais. Fait que là, c'est déjà placé, l'espèce de... On crée des trucs pour s'anéantir. Et là, après ça, pour arriver on a créé une intelligence artificielle qui va tuer les hommes. Tu sais, on a créé quelque chose qui nous a dépassés. Exact. Puis, tu sais, ultimement, je sais pas, tu sais, il y a bien du monde là, qui, la fin, les mélanges, mais je suis comme, il me semble que c'est assez clair, l'espèce d'idée que là, cette énergie-là, que ce soit des extraterrestres, parce que c'est jamais montré, puis c'est ça qui est le fun, mais juste un moment de comme, fuck, on n'aurait pas dû faire ça, et en fait, prend cet humain-là qui va se rendre jusqu'à Jupiter pour y pousser toutes les connaissances et le renvoyer sur Terre, pour être comme l'espèce de renouveau, là, pour faire comme on wipe ce qui était fait avant, puis on va donner quelque chose de nouveau. Là. Ben, ce dernier 20 minutes-là est hallucinant. Là. J'aimerais ça le voir sur grand écran un jour. Là, le feed de lumière comme ça. Ouais. Puis il y a encore une fois un gros moment sans dialogue. De toute la fin, ça ne parle pas. Enfin, à partir de 20 dernières minutes, il n'y a aucun dialogue. C'est juste de l'image et du son. C'est magnifique. Puis c'est sûr, c'est pas évident à comprendre non plus du premier coup. Tu t'attends à quelque chose de narratif. Tu fais, c'est dans le gros symbolisme.
Puis même moi, j'ai pas compris du premier coup. Je l'ai vu 2-3 fois, ce film-là. La première fois doit dater quand même. Sûr, j'ai rien compris. Mais j'ai trouvé ça beau. J'ai comme été ému. Je suis pas mal sûr, là, sans comprendre nécessairement l'image de la fin avec le fœtus puis la terre. C'est magnifique. Oui, ça, c'est clair. Puis il y a vraiment, c'est ça, tu sais, Kubrick, dans son arsenal, les couleurs sont très importantes. Et écoute, je pense qu'on va revenir souvent là-dessus. Fait que, on n'en parlera peut-être pas de toutes, mais il joue, tu sais, chaque couleur, tu sais, comme a sa signification. Et c'est la juxtaposition de tout ça, tu sais, qui donne le ratio de l'importance de chaque émotion que tu es supposé d'avoir. Tu sais, c'est hyper réfléchi, c'est ça qui est fou. Tu sais, aujourd'hui, mettons, à l'époque, ça devait être malade. Tu sais, là, aujourd'hui, mettons, là, tous les gens qui ont suivi, je veux dire, ont étudié Kubrick. Fait que là, travailler les couleurs, c'est de plus en plus fréquent et vu. Et donc, notre réflexe d'aujourd'hui est pas mal plus aiguisé, là. Mais tu sais, c'est que des fois, tu te dis, quand on va prêter une signification à quelque chose, mais l'important, lui, c'était juste de te faire réagir, de te faire donner une émotion. C'était pas de... Tu sais, puis des fois, les gens... Parce qu'en même temps, dans tous ces films, pas tous ces films, la plupart, ils donnent pas les clés. Tu sais, il va arriver à pas donner les clés, mais lui, il aime ça, ne pas les donner parce qu'il veut que tu ressentes quelque chose plus que de comprendre. Mais les gens veulent comprendre parce que ça les fait chier, en tout cas. Fait que c'est comme... il est pogné dans un loop, là. Ce qui pour les couleurs, dans celui-là, il y a beaucoup le vert à la fin, en fait, là, qui est... Le vert, c'est la mort. C'est ça, exact. Fait que c'est la vie, la mort, ça va dépendre, mais il l'utilise comme une neutralité. Mais c'est que plus... parce que, tu sais, à la fin, pour ceux qui n'ont pas vu, là, l'astronaute arrive il s'en allait vers Jupiter. Ouais. Et là, il se fait amener dans une espèce de pièce qui est un hybride entre quelque chose de très, très, très futuriste. Le plancher est en lumière blanche, mais il y a des meubles victoriens. Il y a comme un contraste spécial, mais tu catches que c'est comme il est perdu dans un espace-temps et il s'en va vers la mort. Il vieillit de plus en plus vite. Ouais. On voit pas... C'est comme... mettons, il se retourne puis il se voit plus vieux, puis plus vieux, puis plus vieux, mais plus il approche de la mort, plus le verre apparaît. Oui, c'est ça. Et jusqu'à temps qu'à un moment donné, je pense qu'il se retourne puis il se voit dans le lit. La tête de lit, c'est comme un ovale vert. Autour de sa tête. Autour de sa tête, qui est comme... C'est ça. Fait il utilise souvent le vert comme la mort, mais ça peut être un hybride. Là, c'est comme il y a une neutralité là-dedans. Oui, exact. Il reviendra, là, mais parce que je pense que des fois, il ne fait pas la différence entre la vie et la mort. C'est un peu ça qui veut montrer l'espèce... C'est le début et la fin, mais c'est la même chose. C'est un peu là que la boucle prend forme, là aussi, là, la mort, puis paf, le fœtus. Fait que c'est toujours avec le verre dans le background sur le lit, même, exactement. Là, fait que, c'est comme le studio ici. Là, on va mourir bientôt. Ou renaître. Voilà. Mais oui, je ne sais pas si tu voulais poursuivre dans les couleurs pour celui-là, mais je pense qu'à travers, on va pouvoir en parler. Mais tu sais, juste, mettons, on finit le vert parce qu'on n'en reparlera pas. Là, mais tu sais, je veux dire, Full Metal Jacket, évidemment, les soldats sont en vert. Mais ça va revenir dans Orange Mécanique. Il y a une scène, la scène du meurtre. La femme est habillée en vert. Oui. Puis le moment qu'il va la frapper, on voit une shot comme en contre-plongée, puis le plafond est vert au complet derrière lui. Fait que c'est ça. Dans The Shining aussi, la chambre 237, c'est ça? 37, est toute verte, en même temps. C'est aussi montré comme une menace, là. C'est juste pour installer un espèce de... évidemment, le labyrinthe en headset. Exact. Ouais. Ça va de soi. Puis aussi, je voulais parler peut-être du son dans celui-là. Je trouvais ça intéressant. Tu sais, OK, t'as l'astronaute qui est dans l'espace et tout ce que tu entends, c'est la respiration. On est dans son casque. On est dans son casque, alors que on ne sait pas comment ça sonne dans l'espace de toute façon, mais il aurait pu mettre de la musique, il aurait pu faire un paquet d'affaires. Mais ça, c'était vraiment le fun. Puis il est loin, il n'est pas en close-up, c'est pas comme Alfonso Cuarón là, que tu es dans son casque, fait que dans sa respiration. Là, c'est vraiment perdu
dans l'infini et t'entends sa respiration comme si tu étais à côté de lui. Gravity, c'est comme l'anti-2001. Oui, exact. Puis la musique classique, l'utilisation de la musique, ça va revenir aussi, mais... souvent de manière ironique ou pas ironique, mais pour péter le mood, tu sais, l'espèce de... Il aime ça, les contradictions. Ça va revenir beaucoup. L'espèce regarde, on part avec Clockwork Orange parce que ça, c'est vraiment le cas. Beethoven... Ludwig van. Oui, c'est vrai. Qui est le personnage d'Alex Delarge, qui est un fan de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Il dit pas Beethoven. OK, il nomme pas? Non, il dit... Okay. Non, parce qu'à chaque fois qu'il nomme, il dit I love the great music of Mr. Ludwig van. Okay. On dirait qu'il se donne justement une espèce de... Mais c'est là que joue la contradiction, l'ironie, l'espèce de... On va mettre de quoi qui est supposé d'être élite, entre guillemets, qui est souvent associé à la bourgeoisie, tout ça. Et là, il est comme associé à la délinquance, à la violence. Orange Mécanique, c'est un film qui a marqué quand même pas mal. Puis là aussi, quel changement de ton du film. Il n'y a pas un film qui est pareil, c'est incroyable, mais là, le contraste est fort. Le contraste entre les deux, il est quand même pas 3 ans entre les deux films. Là, on est ailleurs. Là. C'est pas aussi léché. Quoique, c'est vraiment beau visuellement, mais c'est pas... parce que pas l'esthétique du vaisseau est déjà lustré, les lumières, épuré aussi. Épuré, tu sais. Tandis que là, on est dans les rues. Ça se passe en Écosse. Je pense en Écosse. C'est jamais vraiment nommé, je pense, mais en tout cas... Avec les intérieurs, là, comme la moderne pour l'époque, mais tu sais, tellement... Ça se passe dans le futur, supposé. Fait que c'est pour ça que c'est comme, il y a un jeu de vieux... Tu sais, son habit, il est habillé en vieux victorien. Il y a comme des meubles d'époque, mais ils mettent des lumières, ils pètent. Il y a des affaires de toutes les époques. Là, c'est comme... c'est dur. Hétérogène. En fait, je pense qu'on le sait parce que il y a un roman de tout ça, mais tu sais, dans le film, ça peut se passer dans les années 70, ça peut se passer en 2008. C'est comme pas clair, là, mais c'est pas ça qui est important. C'est comme une science-fiction déguisée, c'est une science-fiction soft. C'est ça. Parce que c'est très réel, mais il y a de quoi, tu sais, justement, le traitement. Parce que, comme tu disais, là, on va déshumaniser le personnage. Il va être pris, il va être arrêté, il va aller en prison, et puis il va subir un traitement, d'écartillement des yeux pour voir de la violence. Un autre contraste, justement, d'avoir du Ludwig van sur du footage de nazis. C'est ça. Il va voir ça, et là, c'est là qu'il va snapper, tu sais. Oui. Et moi, tu vois, c'est ça, déshumanisé. Mais tu sais, en même temps, tu te dis, parce que le début, c'est comme, ils sont extrêmement violents, les jeunes. Mais on comprend pas d'où vient cette violence-là. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, tu sens que, tu sais, Funny Games de Haneke, qui a fait plusieurs années plus tard, je sais pas si... Il a été inspiré de ça, l'espèce de... C'est la violence pure qu'on veut montrer. L'espèce de la violence pour la violence, mais qu'on n'explique pas. Puis c'était ça là-dedans, tu sais. Moi, tu sais, je viens de voir une note, mais je marquais mot. Quand ils disent l'ultra-violence, ça m'a fait beaucoup rire. Il mentionne-tu dans le film? Oui, il mentionne souvent. Oui, c'est ça. Oui, parce que dès le départ, il dit moi, mes amis, on va sortir, we're gonna have some ultra-violence. Puis là, j'étais comme... C'est pour ça que je t'ai dit, ce film-là m'a fait plus rire que Strange Love. Je suis comme, parce qu'il y a des affaires. Ça a comme été... c'est pas un vrai mouvement, mais il y a comme 3 films qui sont sortis dans les mêmes mois qui sont considérés comme des films de l'ultra-violence. Il y a celui-là. En 71 aussi, tu as Deliverance. Oui. Tu l'as vu, ça? De non, John Boorman, mais qui est des scènes de viol. Puis c'est l'ultra-violence. C'est excellent. Et Straw Dog avec Dustin Hoffman aussi. Même principe, là, une violence inexpliquée qui dérange. Là. Donc, ils ont comme été mis ensemble parce que c'était très violent, puis ils sont sortis dans un intervalle très rapproché. Et puis là, tu sais, on pourrait parler du wide angle parce que c'est quand même marquant là-dedans.
l'utilisation de... tu sais, quand, mettons, là, justement, la première... dès le départ, là, quand ils rentrent par effraction chez un couple et il y a une scène de viol. Et là, ils s'amusent beaucoup à jouer avec des angles normaux. Mettons, un 50 mm qui est comme la vision de l'œil humain, un peu qu'on voit l'establishment. Et là, il va prendre un wide angle, mais il va mettre la caméra très, très proche qui distorsionne le truc. Avoir les victimes qui vont crier. Ouais, qui vont parce que souvent, on va avoir l'envie de faire un close-up, de serrer le plus possible pour sentir la personne prise là-dedans. Mais lui, c'est le contraire, c'est qu'il le fait wide, mais en se collant, tu sens que la personne est comme au centre, puis ça distorsionne, puis il y a... Ouais, comme si c'est écrasé dans l'entier. Écrasé, puis ça amène une oppression, là, dans le sens, tu te sens trop proche de lui, mais loin en même temps. C'est bizarre que l'effet que ça fait, mais c'est vraiment pour jouer tout le temps avec notre rapport avec ça, avec la violence qui est montrée là-dedans. Et tu vois, l'autre note que je m'étais mis, mais on pourra en reparler, mais j'étais comme, c'est comme un reverse de Full Metal Jacket, ce film-là. Dans le sens que, il y a comme la violence, et après ça, ils prennent le jeune pour le casser, puis le déshumaниser. Mais Full Metal, c'est l'inverse. Ils prennent les jeunes au début pour les casser. Oui, c'est ça. Pour les envoyer se battre. Fait, je trouvais ça intéressant, l'espèce de spin qu'il a fait plus tard. Il paraît moins découpé quand même que Full Metal. On y reviendra, mais lui, il est plus... C'est vrai qu'il est comme en 2 temps, mais la violence finit par reprendre le dessus, quand même. C'est ça. C'est pas coupé, mais effectivement, là, il y a vraiment un autre acte là, qui est complètement différent une fois qu'il rentre en prison, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis l'affaire, moi, je l'avais vu il y a longtemps. Puis là, je l'ai réécouté. Puis là, en l'écoutant, à un moment donné, c'est ça, tu sais, quand il se fait arrêter, puis là, il se fait envoyer. Puis là, il me semble que ça arrive tôt. Ouais. Puis là, il arrive la scène, tu parlais, Lily qui se fait écarter les yeux. Puis là, je pense que je l'avais arrêté là. Parce que dans ma tête, je pensais que ça finissait avec ça. Puis il reste comme 1 heure. Un film de 2h15 au total. Arrêté après 1h15, je pense. Puis j'ai fait, c'est assez. Mais j'avais aucun souvenir après ça. Ouais. Mon Dieu, je pense que dans ma tête, ça finissait avec ça. Puis on nous laissait une espèce de fin. Est-ce que ça va marcher ou pas, sa thérapie? OK. Fait que là, c'était nouveau pour toi. Tout était nouveau. La fin, tout était nouveau à partir de là. Qui retourne au même endroit. Ça, non. Que le premier meurtre. Je me rappelais pas en tout. Fait que soit je l'ai oublié, soit je l'avais pas vu. Mais tu sais, moi, je l'ai vu jeune aussi. Puis je peux pas croire. J'ai sûrement pas vu ça à l'école. Ça m'étonnerait, mais il me semble que tous mes amis avaient vu aussi ça. Là. C'était comme assez courant. Un film aussi violent que j'avais vu ça jeune, comme bien du monde. Là. J'étais pas le seul là, parce que je tripais cinéma. Là. C'était comme. Non, c'est ça. C'était connu de tous. Là. Ouais. En même temps, peut-être dans les cours de philo. Je sais pas. Mais ouais, c'est tellement un grand film. Là. C'est pas mon préféré. Mais. Non plus. Je sais pas quoi ajouter. Y a-tu des petites notes que je m'étais données? Je parlais de contraste. Bon, évidemment, la Singing the Rain, quand tu violes quelqu'un, c'est assez... D'ailleurs, ça, c'est dans le film, dans Singing the Rain, c'est Gene Wilder qui chante ça. En tout cas, je suis pas sûr. Pas Wilder, mais c'est... je vais le retrouver. Parce que j'ai oublié son nom. Mais l'acteur qui joue Alex, Malcolm... McDowell, parce que j'ai toujours dit McDonald, mais mon cerveau a bloqué, je sais que c'est pas McDonald. Mais Malcolm McDowell, plusieurs... Gene Kelly. Gene Kelly, c'est ça. Gene Wilder, c'est un autre. Oui, c'est un autre. Gene Kelly, là, c'est ça, c'est quelques années après le film, je me rappelle pas, mais c'est Malcolm qui disait qu'il avait croisé Gene Kelly. Ouais. Puis il était, salut, puis il voulait juste jaser. Et Gene Kelly, il est parti. Ouais. Il était piste, même plusieurs années après, il était encore piste. L'utilisation de sa toune. Puis tu fais comme, c'est pas, tu sais, Malcolm, c'est l'acteur, c'est pas lui qui a décidé. Ben, dans les faits, c'est lui qui l'a improvisé pour vrai. L'improvisé pour exact. Okay, c'est peut-être pour ça qu'il était piste. C'est genre, il a commencé à chanter ça, Kubrick a fait, malade, il est allé demander des droits. Ah ouais, ok. Ouais. Tu vois, je savais pas ça, mais là, d'abord, ça explique si Kelly savait que c'était une impro. Mais en même temps, c'est un impro, tu sais. Ouais. Dans le sens,
C'était pas, en tout cas, mais il était vraiment fâché que là, c'était associé à la scène de viol. Lui, ouais, c'est ça. Ça vient donner une autre image de sa chanson là, qui est comme pas du tout dans le même ton. Parce que Gene Kelly, c'est aussi le réalisateur de Singing in the Rain, pas juste l'acteur. Mais tu vois, l'autre note que j'ai ici, mais c'est vraiment anecdotique pour ça, c'est vers la fin quand il montre Alex là, aux journalistes, puis au public qui va montrer. Mais tu sais, avant qu'il arrive, il y a vraiment un speech, là, que là, il y a de la violence, tout ça. Puis il dit We have to make our streets safe again. Puis ça m'a fait rire. make streets safe again. Comme ça résonne. Quelque chose. Non, c'est fou parce que ça parle tellement d'affaires, ça parle de psychologie, ça parle de la jeunesse, de violence, de politique. Il y a vraiment beaucoup de politique là-dedans, d'où la fin. Là. Puis j'ai envie de dire un autre truc qui est là dans bien de ses films, puis c'est souvent qu'il fait jouer ses acteurs de manière un peu dans le cabotinagesque, là, je veux dire, entre guillemets, de jouer gros. Parce que je sais que dans Doctor Strangelove, tu avais celui qui joue le général, là, je sais pas son nom, mais George C. Scott, je pense. Oui, il est bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon, mais il voulait pas jouer gros. Mais non. Ça le faisait chier, puis ça a l'air qu'il y a bien des takes qu'on a que Kubrick disait on va juste faire un rehearsal, mais il faisait rouler les cams sans crier action. Puis là, il était comme pisse, fait qu'il faisait puis il se mettait à niaiser. C'est vrai que ça jure avec le reste. Il est comme très cartoon. Les autres sont pas là-dedans pantoute, même pas Peter Sellers, tu sais. Non, puis... En tout cas, dans le président, là... Dans le président, non, mais le speech de la fin, il joue dans des trucs. Mais tu sais, même Nicholson dans The Shining, c'est pas du cabotinage, mais il y a quelque chose d'un peu gros, parce que même, j'avais vu un petit truc de Spielberg qui parlait de ses entretiens. Puis un moment donné, il l'avait mentionné. Il avait fait Shining. Il dit moi, j'aurais pas fait jouer de même, mais Nicholson. Pas qu'il jouait gros un peu. Il était un peu trop, les faces trop intenses. Puis, mais Kubrick, comment il s'en foutait parce qu'il disait il dit, mettons, nomme-moi tes acteurs préférés des années 50. Puis là, il nommait des noms. Mais c'était tout. Mettons, Spielberg nommait des noms, là, je me rappelle pas. Mais c'était tous des acteurs qui jouaient un peu soft under. Ouais. Mais il dit, c'est ça, toi t'aimes eux autres, puis moi j'aime un autre qui lui jouait de même, puis c'est de même. Tout. Il s'expliquait pas plus que ça. Il voulait ces affaires-là. Dans Orange Mécanique, ça faisait partie du pourquoi des fois je trouvais ça drôle. Il y a quelque chose de. Il joue gros, puis il joue un peu ce qui a été cliché après. Là, souvent, on a eu des films avec des thugs, puis des kids. On dirait que là, ça sonne pas cliché là-dedans, mais ça marche dans le truc. Mais ouais, il aimait ça des fois. Là. C'est pas dans tous ses films, là, mais des fois, il aimait ça, un petit côté. Oui, puis il n'y en a pas dans le prochain, vraiment. Barry Lyndon, en 1975, un film de 3 heures 5 minutes, qui a donné du fil à retordre à Mathieu. Une adaptation du roman The Luck of Barry Lyndon par William Makepeace Thackeray. Un film historique qui n'est pas dans nos cordes, puis moi aussi, on l'a tellement répété souvent. Moi, j'avais des très bons souvenirs de ce film-là. J'avais hâte de le revoir. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu plus long, surtout le début. Mais overall, je l'aime beaucoup. Il est magnifique. J'aimerais le voir sur grand écran, en fait, celui-là particulièrement, parce que... en tout cas, c'est super beau. Il y a le grain de l'image et tout. Mais c'est ça. On parle de la vie et presque de la mort d'un personnage. Donc, on commence très tôt à la mort de son père. Lui qui va faire un exode. Je pense que ça se passe en Irlande au début. Il va partir, il va aller à la guerre, il va revenir. Ouais. Il va marier une riche, il va devenir un bourgeois. Il va être en conflit aussi avec son beau-fils. Puis là, la scène de la fin est vraiment bonne. C'est pas la dernière, mais avec le duel. Ça, c'est vraiment bon. J'avais hâte. Ça, c'était mon seul grand souvenir du film. Je me rappelais de cette scène-là que j'avais hâte de revoir. Mais c'est ça. Il y a toujours des exceptions dans ce style-là que j'apprécie. The Favorite, entre autres, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Celui-là aussi en fait partie. Mais... c'est vrai que le personnage de Ryan O'Neal, c'est pas le plus charismatique. Il est un peu fade au début, vers la fin, il est plus intéressant, mais on s'accroche plus difficilement au personnage, je pense. Mais de ce que j'ai lu, pour avoir son financement, c'est bien compliqué. Il s'est fait avoir. Puis là, les producteurs voulaient... Ils disaient, OK, on va donner l'argent, mais il faut que tu choisisses dans les top 5 ou... le top 10 des acteurs les plus rentables. Mettons, là, ils sortaient les chiffres des 2 dernières années. Ouais. Puis, c'est ça. Tu avais Robert Redford, Clint Eastwood était deuxième là-dedans. En tout cas,
il y avait une liste, puis, mais tu sais, imagine-tu Clint Eastwood, en tout cas. Ça aurait été peut-être malade, là. L'espèce de il parle pas beaucoup, Barry. Non, c'est ça, faut que tu fasses un... Ça aurait marché avec Clint qui parle jamais. Ça aurait été parfait. Ça aurait été The Man with No Name en Irlande, qui fait des duels. Genre, ça aurait été parfait. Mais ouais, non, moi, c'est... Boy, moi, c'est... Ouais, toi, c'est... Oh boy. Non, c'est pas facile, ça. Je l'ai écouté très rapidement. C'est ça. Il y a des moments qui sont beaux, puis il y a des moments que j'étais comme... J'aimais pas l'image. On dirait que c'était pas... en tout cas, pour moi, je trouvais que c'était pas tant égal. Des fois, c'est parce qu'il forçait tellement, vu qu'il voulait être le plus possible lumière naturelle, mais c'était pas tout à fait vrai. C'était pas toujours ça. Mais... avec les scènes à la chandelle. Là, à chandelle, ouais. En tout cas, qui est comme un fait quand même connu, mais il a pris une lentille qui était destinée à la NASA. La NASA, ouais. Pour filmer ces scènes-là. Parce que l'ouverture était, ça va être légèrement technique, mais c'était 0.7 la focale. Et ça, c'est l'ouverture pour laisser rentrer la lumière. Mais tu sais, souvent, là, quand tu as des bons objectifs, là, tu vas à 1.2, 1.7. Et là, c'est comme c'est 2 fois plus ouvert que ça. Ouais. Fait que c'est comme c'est fou. Là. Et ça lui a permis, mais même là, c'était comme pas assez pour les chandelles. Là, non, c'est vrai que ça sort. Non, mais c'est que, mettons, au début, ils mettaient des chandelles, mais. Les chandelles fondent? Les chandelles fondent, mais c'était pas juste ça. C'est que, mettons, il y avait juste une mèche, mais c'était pas assez. Fait qu'ils ont fait créer des chandelles avec 3 mèches pour faire des flammes plus grosses. Ils en mettaient 70 000. Puis même, ils mettaient des réflecteurs au plafond pour essayer de rebondir par en bas pour ouvrir le plus possible. Puis même là, ils ont fait. Puis il y avait une pellicule plus sensible qu'ils utilisent rarement. Et même avec ça, il a fallu quand ils l'ont exporté, quand ils l'ont traité, qu'il pousse à l'ouvrir encore plus. Fait que c'est là que le grain est sorti. Ouais. Mais Kubrick voulait le grain. Il voulait forcer la patente le plus possible. C'est ça. Puis écoute, j'ai quand même écouté en accéléré, mais la scène du duel, j'avoue qu'il joue avec la lenteur. Il y a une lenteur, tu sais, comme que là est payante. Le reste, j'étais comme, c'est lent pour être lent, honnêtement. La deuxième moitié du film est clairement meilleure, où il y a cette scène-là, justement, avec la trame sonore qui est super bonne, mais qui justement, appuie cette lenteur-là, qui fait juste ponctuer, en fait, de quelques petits coups. Là, je ne sais pas c'est quoi l'instrument. Là, tout. C'est un bon suspense là, à ce moment-là. Tu sais vraiment pas de quel bord ça va virer parce qu'ils ont chacun une balle, puis c'est chacun leur tour. Le gars, il est vraiment stressé, il tire dans le vide, fait qu'il a perdu son tour. Mais tu sais pas, en tout cas. Il y a comme un build-up. Un build-up, le fun, c'est ça. Puis moi, parce que là, j'étais allé, j'ai écouté en accéléré, mais j'étais allé lire et écouter des trucs là-dessus, puis il y avait les acteurs qui parlaient en fait du tournage, puis. On peut rentrer aussi là, dans le Kubrick, l'exigeant, qui demande des takes, de takes. On en refait un autre, puis un autre, puis un autre. Et là-dedans, il forçait, parce que lui, ça semble-t-il, il se levait le matin puis il cherchait sa première shot. OK. Il savait pas. Lui, ce film-là, puis ça paraît un peu, mais l'histoire le permettait aussi, vu que c'est vraiment découpé comme le livre par chapitre. Fait que tu as des moments très fermés. Là. Fait qu'il savait, on s'en va filmer telle scène là-bas. Tout le monde est là, mais il savait pas comment il allait la filmer. C'était pas un gars de storyboard, hein? Non, c'est ça. On le voit des fois dans des behind the scenes, notamment dans Shining. On le voit souvent là, avec son truc. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça a un nom, là? C'est un viewfinder. Mais que t'attaches. Il cherche son angle. Là, mais c'est ça, mais ce qu'il dit, des fois, il disait pour Barry Lyndon, ça pouvait être long, là, parce que vu qu'il était dehors, en tout cas, c'était compliqué avec la lumière. Fait que des fois, il y avait un assistant au directeur photo là, qui parlait dans une entrevue, puis il dit une fois, là, il a testé 100 objectifs. Mais tout le monde est là. 100 objectifs? 100. Pas avec. Ouais, le chiffre 100. Oui, le chiffre. Ouais, il en a essayé 100. Il était dans le champ. Il essayait, puis il se mettait à genoux. C'est un autre là. C'est là. Mais tout le monde était là, puis pour Barry Lyndon, il refusait d'avoir des stand-in. Les acteurs devaient être en costume, maquillés, puis ils attendaient que lui trouve sa shot. Il devait avoir chaud. Ah ouais, c'était terrible. Puis il voulait Ryan O'Neal, peu importe, les acteurs
dans le viewfinder, puis c'est la lumière du soleil. OK, même si ils sont puis 4 là, heures à attendre. Ben, aujourd'hui, ça se fait pas. Là. Tu prends quelqu'un, Brad Pitt, il est dans sa loge, puis il attend. Il attend. Puis c'est parce que l'affaire aussi, c'est que là, lui, il jouait avec... Ben là, avec le soleil, on est dehors. Si je regarde, puis on fait, c'est ça, l'équipe partait, puis il filmait là. Ouais, parce que le soleil bouge. Puis parce qu'il n'avait pas installé d'éclairage, rien. Fait que c'était un peu comme... Tout le monde était stand-by. OK, c'était Lance là qui mettait sa cam, il partait à rouler, puis il y allait en espérant qu'il n'y ait pas de nuages ou que le nuage ne s'enlève pas. Mais fait que là, ça a commencé à sortir plus. J'imagine qu'avant, il était quand même exigeant, mais on dirait qu'à partir de ce film-là, là, on entend plus parler. Peut-être que les acteurs plus jeunes qui arrivaient étaient un petit peu plus comme moi. Là, faut que ça roule. Ouais, là, ça fait 100 takes cette année. Là. Ben écoute, j'en profite pour partir sur The Shining, parlant de scènes interminables. Au tournage, là, il y a beaucoup d'anecdotes sur The Shining. Il y a un record Guinness aussi. Oui. 148 takes pour la scène avec le petit Danny et Dick, le chef cuisinier, qui parle au début du film. Ouais. C'est pas une scène complexe, en fait. Je sais pas comment ça a pu être long. C'est vraiment un chant contre chant. C'est un chant contre chant. Ils sont assis dans comme cafétéria. Puis là, ils parlent parce que les deux, ils ont le shine, tu sais. Cette espèce de don-là. Puis ils parlent de l'hôtel, à quel point elle aussi, elle a le shine, l'hôtel. Puis il y a comme le passé vit à travers l'hôtel, tu sais, bref. Celle-là a été vraiment longue, mais il y a beaucoup, on entend beaucoup parler aussi des mauvaises expériences de Shelley Duvall sur le tournage. Puis je pense que Jack devait bien s'en sortir, mais Shelley, elle a trouvé ça rough. Elle a trouvé ça rough. Avec raison. Oui, parce que je pense, mais c'est ça, c'est Kubrick, c'est ça. Des fois, je pense qu'il était un peu la vieille école, puis il essayait de mettre les acteurs un peu dans le mood qu'ils devraient être. Ouais. Et donc, elle, qui devait jouer la femme qui est un peu dépassée, qui est off sur le truc, ben il la mettait de côté, puis il donnait pas d'attention. Il donnait pas d'attention, puis il était un peu... Oh non, mais fais ça. Puis il passait bien du temps avec Jack, puis il la laissait de côté pour qu'elle se sente isolée, parce que son personnage, à un moment donné, se sent comme pris là-dedans. Je pense qu'il disait à l'équipe, allez pas la voir, parlez-y pas. Félicitez-la pas. Ça l'a fait une bonne take, c'est ça. C'est comme pour mais tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose d'une vieille école de comme... puis en même temps, ben là, tu pognes un Jack Nicholson, les gars un peu plus acteurs que là, eux autres sont down d'être dans. On reste dans cette énergie-là, mais tu sais, Jack devait être tout le temps un peu primé, fait qu'on dirait qu'il était avec lui pour le crinquer tout le temps. Tu sais. Ça, c'est un peu weird, mais juste pour compléter, tu sais, tu disais le 148 takes, là. Ouais. Mais il y a aussi, c'est son film où il a filmé le plus de pieds de pellicule. OK. C'est 1,3 million de pieds. OK. Puis pour faire le film final, il a réutilisé moins de 1% de tout ça. Ça donne un ratio de 102 pour 1. Puis la norme hollywoodienne, c'est de filmer 5 à 10 pour 1. Il a filmé 10 fois plus que ce qu'il avait de besoin. Sûrement à cause de beaucoup trop de takes. Puis juste qu'il devait filmer l'hôtel. Parce qu'il filmait beaucoup l'hôtel en tout cas. Ben, c'est aussi, il y avait une équipe réduite là, de techniciens, c'était volontaire, d'avoir, je pense que ça permettait ça aussi. C'est tout en studio, fait que, puis, à part des scènes au début, dans la maison, le reste se passe tout en même place, Fait que je pense que eux autres, ils étaient installés là pour des mois, là. Ouais. L'autre truc qui était intéressant, puis tout le monde parle du fait que Stephen King était piste de l'adaptation de son roman. Mais j'ai vu, il y avait une petite vidéo sur YouTube qui parlait justement de l'adaptation du travail qu'il a fait avec la scénariste. Là, je nom m'échappe. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, quand il a engagé cette femme-là pour « OK, viens, on va réécrire le truc, on va le faire ensemble », mais ils ont passé un mois le premier mois, il fait juste écouter des films de Jack Nicholson. OK. Puis il jasait, voir si il aimait mieux dans ses rôles dépressifs ou genre over the top, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Puis il parlait de ça. Puis après ça, ils ont passé un autre moit à juste se poser des questions. C'est long, un mois. Hein? Oh ouais, mais c'est pas un... mais non. Sur un mois, elle allait chez lui. Elle était à l'hôtel parce qu'elle restait aux États-Unis, mais là, elle était là-bas, puis il envoyait un auto, puis elle l'amenait chez lui. Puis là, pendant un mois, il se posait des questions, tu sais, comme... Est-ce que le personnage de Jack Torrance est profondément gentil?
quel genre de vêtements sa femme porte. Ils sont tous posés avant d'écrire quoi que ce soit. Là, ils ont poussé le truc au maximum. Et après ça, l'idée, c'est qu'ils prenaient le livre, ils prenaient des scènes, puis ils faisaient juste dire, OK, on va mettre ça, mais ils faisaient juste le outline. Puis après ça, ils revenaient, ah non, cette scène-là, c'est sûr que c'est pas bon. Puis jusqu'au tournage, ils bandaient des scènes, ils n'étaient pas sûrs de qu'est-ce qu'ils gardaient du livre. Ouais. Il y avait comme la grande idée, mais après ça, puis il a pratiquement tout arraché. Tu sais, Stephen King, c'est très verbeux, ça parle beaucoup. Puis beaucoup de monologues intérieurs. Mm-hmm. Dans le livre, Jack Torrance se parle beaucoup. Ouais. Il a tout arraché ça. Oui, exact. Parce que lui, c'est ça, il tripait sur H.P. Lovecraft, un gars de science-fiction. Puis lui, il y avait une citation qui disait « In all things that are mysterious, never explain ». Mm-hmm. Fait que là, il était juste, il faut arracher, parce que ça a l'air dans le livre, tu sais, Jack Torrance, il parle de son père qui est alcoolique. OK. Juste pour expliquer comment lui il est alcoolique. Lui, il héritait des affaires de son père, mais là, c'est comme non, on enlève. C'est vrai que ça parle pas beaucoup dans ce film-là. Non. On en parlait avant de commencer. Parce que, bon, t'as Kubrick qui retravaillait le scénario à tous les jours, là, sur sa machine à écrire sur le coin d'une table. Ouais. Puis il ressortait des nouvelles versions. Puis Jack Nicholson, il a arrêté d'apprendre son texte parce qu'il était comme, je vais attendre la version du jour. Puis en même temps, justement, ça ne devait pas être si dur. Bon, c'est un professionnel, un grand acteur, mais aussi peu de texte. À un moment donné, il a catché qu'on a 100 takes. Ouais, fait que je vais, à la 100e take, je vais me rappeler de ma ligne. Là, ouais, c'est ça. Il n'y a plus de stress là-dedans. Là, je comprends plus pourquoi Stephen King... tu sais, moi, je ne l'ai pas lu, puis c'est un film que j'adore. Fait que j'étais comme, mais comment tu peux être fâché après un chef-d'œuvre? Mais c'est ça. C'est personnel, c'est son œuvre, là. C'est pas la même. Là. Il a écrit, il arrive, il a tout arraché. Il a tout arraché. Lui, il trouvait que c'est important, mais dans un film, dans un livre, c'est important d'avoir le monologue intérieur parce que sinon, tu as juste comme Jack regarde par la fenêtre. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Jack est à sa machine et il tape. On entend le bruit de la machine. Quand tu as les images, tu peux juste le voir faire. Fait que on dirait que je pense, il y a sûrement une question d'ego, puis l'espèce de c'est mon affaire, j'ai écrit, puis il a tellement changé. Puis il a changé la fin. Ça a l'air qu'il y aurait eu comme 8 idées différentes, puis jusqu'au tournage, il était plus sûr laquelle, puis il rechangeait l'idée. Ah ouais. Parce que dans le livre, tu sais, quand justement l'aide cuisinier revient à la fin pour aider, oui. Puis là, je vais spoiler, mais je m'en fous. Un film de 1980. Je m'en fous. Mais il se fait tuer par Jack Nicholson. Mm-hmm. Mais dans le livre, il ne meurt pas. Parce qu'il vient vraiment sauver la situation, puis il sort le kid, puis la patente. Mais là, c'était vraiment, je pense que c'était aussi pour faire que les gens qui avaient lu le livre, ils arrivent au cinéma. Il y a une surprise. Ils tuent le gars, puis là, tu fais comme, oh shit, à partir de là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Oui, exact. Fait qu'il y avait ça aussi, l'espèce de choquer ceux qui ont lu le livre, puis après ça, d'arriver dans. C'est ça. Puis il y a quelque chose de hot de. La personne fait je m'en viens aider. Bang! Il n'a même pas le temps de mettre. Il est là 30 secondes dans l'hôtel puis il se fait démolir. Ouais, c'est bon ça. Moi, c'est mon préféré. C'est un de mes films préférés à vie, en fait. Ouais, Osez. Non, mais pour vrai, j'ai changé souvent de préféré. Mais en ce moment, on va dire que c'est celle-là. Je pense que c'est parce que je l'ai vu plus aussi, puis il m'a marqué jeune. Je l'ai vu très jeune. Ça m'a marqué. J'avais pas compris. J'avais eu peur énormément. Puis par la suite, j'ai comme grandi en quelque sorte avec ce film-là pour l'avoir vu moi aussi presque 10 fois. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai un sentiment d'appartenance avec ce film-là, mais aussi... je veux dire, il y a tellement de qualité, le jeu des acteurs, même chez les Duval, ça pourrait avoir l'air risible, mais je trouve ça parfait. Les steady shots, là, on peut en parler aussi, mais c'était l'arrivée aussi de la Steadicam. Ouais. C'est pas le premier film qui s'en est servi. Il y a eu des shots dans Rocky qui ont utilisé ça 4 ans avant. Quelques films, mais sans plus. Et là, la shot est un personnage, on dirait. Ben oui, c'est ça. C'est comme une shot de voyeurisme. C'est comme si, surtout quand le petit Danny il est avec son tricycle. Il fait son Big Wheel. Et ça, j'allais dire, j'étais pas sûr du terme. Son Big Wheel. Donc, on dirait qu'il se fait suivre par l'hôtel. Il y a quelque chose là, d'une étrangeté, une inquiétude. Fait que c'est utilisé à plusieurs sauces, là. Des fois, c'est juste la détresse, justement, de Wendy qui court partout. C'est de suivre l'action. Puis
Mais ouais, il fait très bien ces shots-là. Puis c'est la balance entre les shots et les zoom-in. Mm-hmm. Très intense hein, sur la face de Danny, là, de terreur. Puis là, avec le son qui l'appuie énormément. Tu sais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il tient ses shots juste assez longtemps que, mettons, il y a le zoom-in sur la face. Ouais. Là, il capote, mais il y a comme un petit beat que c'est long avant qu'on voit ce qu'il voit. Tu sais. Il est tout le temps il nous retient tout le temps. Ouais, donc c'est. Ben, tu sais, puis je pense que ça doit être le préféré de pas mal de monde. Peut-être celui que j'ose dire qui a été le plus vu. En tout cas, tu sais, les gens qui sont. Tu sais, c'est le film un peu. Tu rentres dans Kubrick, tu sais. C'est le plus. Un genre assez accessible, l'horreur quand même. Oui, puis l'horreur qui est faite comme ça, en fait, dans un mood, dans une attente. T'sais, il se passe à rien. Non, il n'y a pas d'histoire, en fait. Ah non. Quand tu penses à ça, il n'y a presque pas de dialogue, puis pas d'histoire. Ils sont dans un hôtel, puis ils gardent l'hôtel. Là. Exact. Ils font juste vivre là-dedans. Mais c'est ça qui me fascine, c'est que tu t'emmerdes jamais quand même. T'sais. Non, c'est ça. C'est fou. Puis même si justement c'est assez placé, les shots sont quand même lents, un montage lent, mais plus approche de la fin, plus que j'ai l'impression que la caméra est plus en mouvement, le montage est plus tight, il est plus rapide. Juste à penser à la hache dans la porte, mais on voit la caméra qui va panner, qui va suivre la hache. Il y a de quoi qui s'active, qui se met en marche et qui ajoute au stress avec la musique stridente qui est tout le temps là, mais là qui te fait angoisser. La shot du... Ça a un nom, cette shot-là de Jack Nicholson. Ils l'ont appelé par la suite, c'est le Kubrick Stare. Il y a plusieurs de ces films, on peut penser à Alex Delarge dans Clockwork Orange. Donc, cette espèce de regard-là, il fait dans plusieurs de ses films. Ouais, complètement. La tête un peu penchée, avec les yeux relevés, menaçant, qui va un peu starer la caméra. En Full Metal. Évidemment. Vincent D'Onofrio. Il donne pas sa place. Mais ça, ça vient marquer aussi, là, quand on parlait beaucoup de la déshumanisation, l'espèce de... On a l'impression que le personnage n'a plus d'âme. Là. C'est ça, il y a le moment comme il n'y a plus rien. Puis tu te dis, qu'est-ce qui reste? Hein? C'est le mal pur, c'est un peu ça, cette espèce, la conscience est partie, il n'y a plus rien qui connecte l'émotion. Puis c'est souvent ça, je veux dire, si tu te coupes de tes émotions, tu tombes souvent dans... Tu peux tomber dans l'agressivité parce que tu es juste comme. Tu n'as plus d'empathie, tu n'as plus rien. Mais c'est ça, je l'aime pour plusieurs raisons. Puis il y a aussi des trucs qu'on dirait que j'arrive pas à m'expliquer pourquoi j'aime ça nécessairement. Des fois, c'est dans le montage, mais tu sais, il y a une scène où on voit Wendy avec le petit Danny qui joue dehors. Là, c'est quand même assez tôt dans le film, au milieu du film, en hiver. Tu sais. Puis le plan d'après, c'est justement la shot, le zoom très lent sur Jack Nicholson. Puis ça passe à autre chose. C'est juste weird dans le pacing, mais ça vient te rejoindre quand même. Ça donne une certaine chair de poule. Puis, je sais pas, c'est juste lui qui pouvait le faire. C'est ça. Ça fonctionne, puis tu sais pas pourquoi. Non, c'est ça. On peut poursuivre. Oui, parce que là, on approche de la fin. Full Metal Jacket en 1987. Un film de guerre. Il revient à la guerre. Oui. Cette fois-ci, la guerre du Vietnam. Je suis perdu dans mes notes. Non, c'est bon, mais 87, moi, je l'avais jamais vu. Ah, OK, ouais. Puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait, c'est peut-être mon préféré. Ah ouais. Peut-être l'effet nouveauté, là, mais je me suis demandé pourquoi je ne l'ai pas regardé avant, en tout cas. Mais j'ai vraiment trippé. Ouais, quand je disais tantôt, là, c'est l'espèce de reverse orange mécanique, l'espèce de tout l'entraînement au début qui est magique. L'acteur Lee Ermey. Oui, quand on le voit présentement crier, c'est comme 45 minutes de gueulage. Ah ouais, puis super vulgaire là, en plus. Vulgaire. Il improvisait en plus beaucoup. Ouais. Kubrick a capoté, puis Kubrick, on l'a dit, là, un gars de plein de takes pour avoir la bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de takes à faire avec lui. Non, c'est ça. Il l'avait comme quasiment du premier coup. Là, ça clac. Mais c'est là-dessus, il y avait un petit docu sur le tournage. Là, une couple d'années après, les acteurs revenaient là-dessus. Tu avais Matthew Modine, puis en tout cas, je ne me rappelle plus les autres, et puis, qui parlaient de tournage, puis du tournage, puis du fait qu'il faisait des takes, puis qui étaient juste pisse. Mais tu sais, Kubrick aussi,
sais, parce qu'il parlait jamais aux médias, puis il laissait aller des rumeurs sur lui. Mais tu sais, Kubrick, il s'est défendu une année, parce qu'il y avait une entrevue au téléphone, puis vocale, puis il y avait l'enregistrement, puis il disait, tu sais, lui, il était comme, les acteurs, ils embellissent, là. C'est comme... entre guillemets, c'est comme des princesses, là, tu sais, je veux dire. Quand ils disent que je faisais 100 takes, là, ça, c'est pas vrai, là. Il y en avait 30, là, 40, mais 100, ils embellissent, là. Mais, tu sais, c'est sûrement... mais ça a l'air qu'il était au mégaphone, parce que des fois, s'il était loin, puis Vincent Donofrio, whatever, il faisait un truc, puis il callait out, genre, pisse, ça a l'air comme... Il dit, OK, là, ça, c'était à la take 72, puis c'est encore pas bon. Fait que là, on coupe, on s'en va à 73. Tu sais, comme pour mettre de la pression, comme, qu'est-ce que tu sais, comme. Puis lui, il disait, tu sais, mais il dit, tu sais, moi, c'est simple, là, les takes, il dit, c'était vraiment de la faute des acteurs parce qu'ils savaient pas leur texte. Ils ont juste à apprendre leur texte, puis j'aurais pas gossé. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais avec l'autre qui improvisait, mais qui nailait, tu sais, comme qui comprenait exactement ce que l'autre voulait. Puis c'est parce que aussi, cet acteur-là avait fait l'armée, avait eu ces genres de bootcamp-là. Puis je pense qu'il avait un moment donné, il avait fait il avait un peu participé à ça. Fait qu'il c'était comme dans sa tête, l'espèce de. Le personnage. Il l'a vécu. Fait qu'il fait juste ressortir potentiellement des lignes qui se faisaient crier après par ce genre de personnage. Fait qu'il fait juste gueuler. Puis il nailait. Fait que tu vois, le Kubrick était content après 3-4 takes, puis il le laissait faire. T'sais. Mais en même temps, avant de savoir ça, j'étais un peu étourdi parce que j'étais comme, mon Dieu, combien de fois qu'il l'a fait gueuler. Ouais, exact. Parce que tu te dis, c'est le bord de perdre la voix. Barouette. Ouais, c'est terrible. Là, le look, là, ce regard-là. Justement, le personnage de Vincent Donofrio. Qui, dans les toilettes, là, ceux qui ont vu le film. C'est ça, le Kubrick stare très menaçant qui fait peur et qui, c'est ça, qui est le soldat plus bedonnant, qui a un peu de misère et sur lequel le général s'acharne, mais qui justement va le déshumaniser, on pourrait dire aussi. Ils ont filmé les shots d'armée en premier, puis ils ont fini avec le début du film. C'est dans cet ordre-là que ça a été fait inverser le tournage. Ce qui fait du sens aussi, mais c'est ça. C'est vraiment en deux parties. Tu sens la cassure. Tu sens la cassure, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, ça, c'est parfait. Ce qui était cool, c'est qu'il voulait... il essayait de reproduire un style documentaire. Là, on le voit. Il y a des moments vox pop là, à la fin. C'est ça, parce qu'il y a un des personnages, en fait, qui est le personnage principal joué par Matthew Modine, qui est surnommé Joker. Lui, dans le fond, là, il fait tout l'entraînement. Ça m'a fait très. Il fait tout l'entraînement, puis quand ils ont comme leur job. Là, attitration. C'est ça. J'avais assignment dans la tête, je voulais pas le dire, mais en tout cas, c'est. Puis là, il fait OK, t'es assigné aux journalistes. Puis le gars, il est pisse parce qu'il voyait comme You're a killer, not a writer. Non, j'ai étudié là-dedans, c'est ça que je veux faire. Là, parce que ça m'a fait bien rire. Celui qui a écrit le livre de base, c'était le personnage de Matthew Modine. Il était journaliste pour la guerre. Et je sais que c'est ça, il a beaucoup travaillé parce qu'il voulait donner un feel docu. Fait que pendant longtemps, il voulait peut-être filmer en 16 mm. Il allait vraiment gritty, sale. Puis là, il avait fait Barry Lyndon avec presque pas d'éclairage. Fait que là, il était comme bien assumé dans comment on va y aller docu, pas d'éclairage ou le moins possible. C'est sûr que ça, quand ils sont dans les baraques, ça, c'est un studio, fait que c'est éclairé, mais c'est tout le temps dans l'idée de il éclaire par la fenêtre ou les néons. C'est comme ils sont dans le truc le plus réaliste possible. Mais finalement, le 16 mm, on fait des tests avec plein de lentilles. C'était ces caméras qu'ils utilisaient, ces lentilles, mais ça marchait pas. Ils achetaient tout. Wow. Mais ça marchait pas. En tout cas, ils ont fini par faire du 35, mais ils ont patenté quelque chose pour essayer de désaturer le plus possible pour que ce soit que le 35. Ça a l'air télé. C'est ça. Mais ils ont comme un peu. C'est beau pour la télé, mais je veux dire. C'est ça. Mais c'était voulu. Ils ont essayé de désaturer la patente. Ils mix-matchaient des affaires qui n'étaient pas supposées pour essayer de péter l'image trop clean du 35 mm pour essayer de le rendre plus cru. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Et le Steadicam a été aussi utile là-dedans. On suit vraiment. Puis tu as vraiment l'impression d'être avec eux. Vers la fin, là, c'est toute la troupe. Là, ils sont une dizaine. Là, puis tu cours avec eux. Là,
Ouais, ils sont de moins en moins vers la fin. Oui, c'est ça, ils sont de moins en moins, exact. Tu vois, quand on parlait des insultes, là, je m'étais pris une note qui m'a fait rire, mais c'est une que je peux dire, là, parce que la plupart... Je crois que c'était un podcast, on s'en crisse. Ouais, je le sais, mais tu sais, il y avait des affaires que c'était comme pas... On est en 2021. Ouais. Il y avait des calls racistes et des affaires pas possibles, mais je pense que c'est quand il regarde justement Vincent D'Onofrio, je ne me rappelle plus parce qu'il l'insulte sans arrêt, mais un moment donné, il dit « You're so ugly, you could be a modern art ». C'est drôle. Ça, je l'ai trouvé parfaite. Mais ouais, c'est ça. Là, tu vois, je m'ai pris une note. J'aurais dû mieux la noter parce que je me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais ouais, tu sais, il est encore là, tu sais, dans sa dualité de l'homme, l'espèce de recherche, tu sais, parce que justement, le personnage de Matthew Modine, quand il est rendu au Vietnam un peu plus loin, je pense que c'est le moment qu'il y a comme les Vietnamiens dans un trou là, avec de la chaux là, sur eux autres. Là, ouais. Puis là, il y a comme un doute qui est un plus haut gradé qui l'arrête, puis il se peint un peu. Puis t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Blablabla, journaliste. Puis là, parce que son casque, c'est marqué Born to Kill, mais il y a un signe de paix. Puis l'autre, il est pisse. Tu pour nous autres. Mais tu sais, c'est toute la dualité-là qu'il il veut illustrer, ouais. Il veut comme tuer, mais en même temps, il était comme... Ouais. Mais c'est toute la complexité de ça, de ce moment-là, puis de justement, qui sont fait rentrer dans la tête, c'est des tueurs, puis ils se font envoyer là-bas, puis c'est une critique aussi de la guerre. C'est comme un film. C'est peut-être pas un film anti-guerre assumé, mais c'est ça que le message est quand même ça, là, malgré tout. Son premier film, là, Fear and Desire, là, je me rappelle pas des détails, mais c'est ça. C'est vraiment mentionné comme étant un film anti-guerre. Là. On s'entend, il a toujours été contre la guerre, mais de montrer justement cette espèce de contraste ou de l'illogisme de tout ça. Là. Puis c'est pas pour rien, tu sais, comme le film, comme on disait, il est en deux parties, la dualité de ça, la paix, la mort. Puis à la fin, quand il y a la kid, là, tu sais, il attire, puis là, il est à terre en train de mourir, puis là, ils sont tous, qu'est-ce qu'on fait, on peut pas la laisser là. Mais le moment qu'il décide de tirer, la shot est sur la face de Matthew Modine. Mais sa face est coupée. Il y a une lumière bleue d'un bord, orange de l'autre, en plein centre. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois le ballon des deux, tu sais, puis le bleu, lui, c'est vraiment ça représente l'état dépressif, mais aussi la culpabilité, beaucoup, le bleu. Puis l'orange, c'est la destruction. À chaque fois qu'il y a du orange, c'est la destruction, le feu. Tu sais, même dans The Shining, le moment que Jack Nicholson il est avec le bat, puis il monte... non, mais pas lui qui a le bat, c'est sa femme. Mais dans les marches, là, c'est très subtil, mais le mur derrière elle, il est orangé. À chaque fois qu'il y a du orange, c'est comme il y a un signe qu'il y a une destruction potentielle qui s'en vient. Fait qu'on le voyait là. Nice. Et on termine avec Eyes Wide Shut en 1999. Tom Cruise et Nicole Kidman. C'est un film qui a été très long à tourner. On parlait de record de take pour Shining, mais c'est plus d'un an. C'est peut-être un an et demi. C'est vraiment long. Ils étaient un couple là, à ce moment-là. Là, qui ont déménagé en Angleterre. Bref, c'était mon préféré avant. Je l'aime encore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est peut-être moins connu, c'est moins vu. On parlait de Shining, c'est peut-être lui qui a été le plus vu. C'est peut-être un qui a été le moins vu, j'ai l'impression, dû au thème, dû à sa longueur aussi. Il y avait la sexualité qui est là-dedans, qui est pas... très explicite. Oui, c'est ça, c'est que c'est marqué, dans le sens, le film dure 2h35-ish. En tout cas, c'est très long, mais c'est... les scènes de sexuelles sont... ça prend pas une grande partie de ce film-là, mais il y a ça aussi, l'espèce de longueur, le film... Je pense qu'il y a bien des gens qui pourraient décrocher à ce film-là, quand même. Encore là, dans l'anti-histoire, lui, il était tout le temps dans le mode qu'il voulait, puis il en parlait beaucoup à Spielberg, qui voulait réinventer la forme. Il était tout le temps comme obsédé par ça, l'espèce de je veux défaire les codes, trouver mes codes. C'est un film qui est quand même challengeant, mais divertissant, mais je comprends pourquoi Moi, je comprends des gens comme j'étais avec ma blonde, puis elle écoute au complet, mais ça a été tough. Là. Mais tu sais, je comprends, vraiment... Je l'aime beaucoup parce qu'elle dit « Hey, il se passe rien. » Je fais « Non, mais oui, il se passe plein d'affaires, mais t'as pas l'impression qu'il se passe beaucoup. C'est juste que
C'est pour raconter peut-être l'histoire, il y en a qui ne le savent pas, mais tu as un docteur, Bill Harford, interprété par Tom Cruise, et sa femme Alice, qui, c'est une scène de party de Noël là, au début. Les deux sont courtisés par des inconnus, sont séparés, puis ils se font cruiser par du monde. Après ça, ils ont une espèce de talk là, sur la fidélité. Ils fument du pot, puis ils parlent. Puis là, tu as justement Nicole Kidman qui avoue qu'elle a déjà pensé de quitter, tentation, de se laisser tenter par quand il était en vacances, à un moment donné, ils ont vu, elle a vu quelqu'un. Et ainsi de suite, lui, ça l'a comme hanté. Il doit quitter pour aller au chevet d'un patient. Et là, tu vois que ça y reste en tête, puis il cherche une distraction, puis il va rentrer dans un bar, rencontrer un ami qui est un pianiste, qu'on a vu un peu plus tôt dans le film. Il dit « Hey, moi, j'ai une gig là, la prochaine, mais je sais pas c'est où. Ils vont m'appeler pour me dire c'est quoi le lieu. » Il est super intrigué. Il n'a pas l'intention de retourner chez eux après la conversation qu'il a eue avec sa femme. Il va tout faire pour y aller. Il faut être masqué. Ça prend un mot de passe. Puis, c'est ça. Il tire les verres du nez de son ami pour s'y rendre. Ça va chercher un costume, même s'il est 2 heures du matin. Et là, il va peut-être mettre le pied dans un piège, parce que c'est ça. C'est une espèce c'est des grosses orgies, mais ultra cérémoniales. La musique est malade. Cette scène est incroyable. C'est comme des chants un peu opératiques. Ça fait comme peur, mais en même temps, c'est pas de l'horreur, mais pas du tout. C'est juste une espèce de gros suspense. Puis même s'il s'en sort quand même bien, il retourne chez eux, il se réveille le lendemain, tout est beau. Ça reste que il est peut-être pas en sécurité pour autant, ni sa famille non plus. Donc, c'est tout le stress de il va-tu arriver quelque chose? Parce qu'il reste la moitié du film après ça, là. Ouais, c'est ça. Il reste 1h15. Là. Donc, 1h15 que là, on le voit, il est hanté par cet événement-là, puis il suspecte tout le monde, et c'est là que la lenteur est super payante parce que tu es tout le temps on the edge. Là. Moi, absolument. C'est un film, écoute, le monde cherche les réponses. Ouais. Les réponses n'existent pas. Non. En le réécoutant, je l'avais vu à l'époque, peut-être pas en 99, là, mais je l'avais vu un bout, tu sais, puis je me rappelle être sorti là un peu troublé, un peu, je comprends, je sais pas, là, mais là, j'ai eu plus de plaisir. Mais en le réécoutant, tu sais, j'avais tout le temps le feel que du rêve, la thématique du rêve revient beaucoup. Puis ça m'a fait rire quand tu as dit c'était mon préféré. Puis là, parce que je l'écoutais, puis j'étais comme, on dirait que c'est Kubrick qui essaie de faire du David Lynch. Parce qu'il y avait un grand respect entre les deux. D'ailleurs, Kubrick disait tout le temps que Eraserhead, c'est son film préféré. Qui l'a inspiré à faire The Shining. Oui, c'est ça. Puis qu'il tripait énormément sur le cinéma. Puis tu fais comme, c'est pas du Lynch, évidemment, parce que c'est Kubrick a son empreinte trop forte, mais tu sens la thématique surréalisme. Oui, parce qu'on dirait qu'il fait exprès la caméra, la Steadicam, on suit, puis il efface tout, comme l'émotion comme il fait dans tous ses films. D'ailleurs, les deux personnages, Alice et Bill, on s'attache pas vraiment à eux de manière empathique, Non. Mais on dirait qu'ils sont, surtout Bill, parce que là, on le suit dans la soirée, mais il devient comme un outil pour nous, on s'attache à lui, et on dirait qu'il voulait nous, on se projette dans cette espèce-là, dans l'idée. De se sentir suivre. Oui, puis il y a l'espèce d'idée d'un rêve, l'espèce de. On se fait embarquer dans un rail, il se passe des choses, puis on comprend pas. L'espèce de. C'est des images, puis là, on se réveille, puis là, on se demande, c'était-tu vrai, tout ça? Est-ce que, parce qu'il y a bien du monde dans l'autre partie qui font. Est-ce que le monde joue avec sa tête? Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il est parti dans un trip? Puis il y a 10 000 questions. Puis je pense que la frustration au départ, peut-être de certains gens, c'était que ça finit, puis c'est pas vraiment. En fait, c'est pas expliqué. C'est pas résolu. C'est pas résolu vraiment, mais l'important, c'est même pas ça, parce que c'est comme si on oubliait que l'idée de base, c'était une étude sur le couple, la jalousie, la fidélité, puis jusqu'où peut nous amener le ressentiment, mais toute cette vague-là du milieu, c'était pas ça qui était important de savoir c'est qui est dans la robe rouge, c'est ça, qui est derrière les masques, on s'en fout. Là, c'est ça. Puis
quand on revient à la fin, puis le couple, là, finalement, il accepte de se dire la vérité. Tu sais, là, c'est là que tu te rends compte, c'est ça. On dirait qu'il rattache une humanité à la fin, tu sais, qui détachait dans tous ses films, puis que là, c'était comme le moment de rattacher tout ça, là, tu sais. Oui. La musique, une note de piano, là, en tout cas, c'est pas juste une note, là, mais très dans les aigus, là. Ting, ting. Ça donne la chair de poule, même s'il se passe rien. C'est juste, tu le vois marcher dans la rue, puis il y a quelqu'un qui marche dans la rue. Ça se peut, il y a tout le temps des gens qui marchent dans la rue. C'est ça. Surtout à New York. Mais ça reste que c'est super. On le voit. Puis tu vois, tout est rouge autour, c'est le danger. Tu sais, le rouge, c'est pas la mort, mais c'est la présence d'un danger. Mais le stop est là, puis le bleu. Puis là, ça commence à... c'est ça, tu te demandes, là, tu sais, il jouait avec notre tête. OK, c'est rouge, c'est peut-être pas ça. Ouais. Et il y a l'autre couleur qui est importante pour lui, puis qui est attachée à ça, mais c'est le mauve. Le mauve? Ouais. Qui revient là-dedans, on l'a dans Orange Mécanique. Le mauve, c'est la tentation, c'est le désir. C'est vrai qu'Alex Large est habillé en mauve. Des fois, des mauves. Puis il y avait une femme, en fait, qui était en mauve dans le film, un moment donné, en tout cas. Là-dedans, ben, c'est un moment donné, justement, quand il est dans son périple de la nuit, avant qu'il se rende au truc, mais il croise une prostituée. Elle est habillée en mauve. Fait que ce truc, la tentation qui revient tout le temps. Mais c'est ça, écoute, puis là, on aurait pu rentrer dans un film puis l'exploser plus. Oui, évidemment, il y a des couches et des couches et des couches avec Kubrick. Mais des fois, ça me fait rire parce que il y a comme des fanboys qui on dirait qui étudient la patente, là. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'il voulait dire par 2,37, la chambre, tout ça. Puis là, je pense qu'ils vont tout trop loin. Ben, c'est ça. On dirait qu'on est mal placé pour en parler parce qu'on a un podcast sur les films, mais ça reste que, oui, je veux comprendre, je vais fouiller un peu par moi-même, mais j'aime ça juste vivre le mood. Là. Moi, c'est tellement important, le mood du film. Puis c'est ça le but de Kubrick. C'est ça son but, exactement. Là. C'est pas de mettre des mystères. Là, puis... Non, exact. Arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher parce que... voilà. Vivez, c'est ça la fin. Juste vivre, okay. C'est des films qui vieillissent tellement bien. On finit là-dessus, mais tu sais, c'est des films éternels, j'ai l'impression. Autant la qualité qui est super belle, puis ça fait plus de 50 ans que les films ont été tournés. Évidemment, il y a un travail de préservation et tout, mais juste aussi dans les thèmes, parce que je pense qu'ils étaient tellement intemporels, on ne connaît pas vraiment la période dans laquelle c'est fait, donc c'est encore d'actualité plusieurs années après. Fait que il y a quelque chose qui est fou avec ça aussi. J'ai rien d'autre à rajouter. OK. On arrête ça là-dessus, puis on se retrouve à l'épisode 36. Ciao tout le monde.